à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette masterclass Nathan, compétences professionnelles et design. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien dans l'audience. On se retrouve aujourd'hui pour une masterclass à oratoire, savoir s'exprimer en milieu professionnel, communiquer efficacement, l'assertivité, c'est une compétence qu'il nous faut développer. Pour tous les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui, une pensée nécessairement pour vous tous, merci pour l'engagement, merci pour la transmission des savoirs, merci encore et toujours pour nous, éditeurs de l'éducation, de la formation, vous êtes nos héros. Vous avez un chatter à votre disposition pour interagir avec nous tout au long de cette masterclass. Au programme de cette masterclass, nous verrons les indispensables d'une prise de parole en public réussie en 3 temps, les piliers clés de la parole maîtrisée avec la méthode RDV pour être à l'aise et à l'écoute active, l'adaptation oratoire pour s'adapter à son auditoire et puis aussi les règles de politesse requises et enfin la gestion du stress qui est hyper importante lors de la gestion de ses émotions pour se conditionner au mieux et favoriser surtout un état d'esprit confiant face au public. Pour cette masterclass et pour mon plus grand plaisir aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Mel. Bienvenue Nicolas. Merci Marie-Charlotte, merci de cette introduction et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Tu es formateur et fondateur de l'organisme de formation Silence. Tu es spécialisé dans la prise de parole et l'art oratoire. Tu es un ancien timide. Tu as accompagné des partis politiques, des entreprises, des étudiants également. Et donc, la communication n'a aucun secret pour toi. A priori, mais tu l'as dit, moi je suis un ancien timide, c'est-à-dire que j'ai dû travailler ça n'a rien de naturel. Et j'espère que ce travail sera pour moi l'occasion de vous donner quelques techniques, quelques clés pour être plus à l'aise, éloquent dans ces prises de parole professionnelles. Une première question pour l'audience qui est avec nous aujourd'hui. On voulait vous demander si la prise de parole était une difficulté pour vous, vos apprenants, vos apprentis, vos jeunes diplômés ou vos nouveaux arrivants en entreprise. Est-ce que c'est plutôt oui, est-ce que c'est plutôt non? On vous laisse quelques secondes pour y répondre et on se retrouve juste après. Pour 89% d'entre vous, c'est en effet une difficulté. Alors, qu'est-ce qui fait une prise de parole en public réussie en entreprise? Je te laisse la parole, Nicolas. Eh bien, merci Marie-Charlotte et encore une fois, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour parler évidemment de prise de parole dans le cadre professionnel. Et Marie-Charlotte vous l'a dit, je pense que commencer par cette question est un indispensable. Commencer par ce qui, selon vous, fait qu'une prise de parole en public est réussie est nécessaire parce que cette question, je la pose tout le temps et j'ai des réponses systématiques. Ah bah oui, il faut regarder son public. Oui, il faut avoir une bonne posture. Oui, il faut faire attention à sa voix, à son volume, son débit. Oui, il faut aussi penser à sa syntaxe, à son articulation, à l'organisation de ses idées. Oui, il faut aussi penser à sa façon de parler, son registre de langue. Et certainement que ce sont des choses que vous vous êtes dit au moment où cette question a été posée. Oui, mais voilà, soyons honnêtes 2 secondes. Si je devais penser, si vous deviez penser à tout cela, si les étudiants, les apprentis que vous avez devaient penser à tout cela au moment de parler, eh bien, je suis sûr que cela ne les aiderait pas. Au contraire, ça les stresserait davantage. Ça veut dire que, au fond, être éloquent, être à l'aise dans sa communication d'entreprise, que ce soit en réunion, que ce soit face à un manager ou dans d'autres situations, face aux clients en externe par exemple, nécessite d'avoir des réflexes, oui, mais des réflexes qui doivent être épurés. Des réflexes qui doivent être résumés, sinon on peut se perdre, sinon on peut se stresser. Et cette épure, je vous propose de la découvrir ensemble. Elle passe par 3 lettres. Ces 3 lettres, elles peuvent être résumées par ce mot, rendez-vous. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on est vraiment dans de l'art oratoire? Oui, on est dans de l'art oratoire parce que le rendez-vous se résume en RDV, RDV, regard, dos, voix, et je dirais de vous que vous êtes au rendez-vous de votre prise de parole si vous appliquez le regard, le dos et la voix. Ce sont des années de recherche. Soyez sympathiques avec cet acronyme. RDV, regard, dos, voix, et je vous propose dans un premier temps, pour se concentrer sur cette méthode, des petits exercices, mais aussi un peu de théorie pour comprendre l'importance du regard qui fait relation avec l'autre, qui va susciter cette écoute active, indispensable compétence dans le cadre professionnel. Le dos, qui fait référence à la verticalité, à la posture, l'ancrage, mais aussi ce que l'on fait de son corps de façon globale, les gestes. Et enfin, la voix, ces différents paramètres que sont le débit, le volume, l'articulation, mais surtout le souffle et la respiration.
Donc on va couvrir l'ensemble des points RDV, regard de voix, et on va commencer dès maintenant avec le regard. Le regard qui est clairement sous-estimé dans l'importance qu'il a dans la communication professionnelle, dans ses prises de parole en contexte professionnel. Encore une fois, on est en réunion, on est face à un client, on est face au manager. Le dos, la voix, je vous l'ai dit. Et donc la question que je voulais vous poser, évidemment, vous la voyez à l'écran, êtes-vous au rendez-vous de vos prises de parole? Certains reconnaîtront l'image à l'écran. Donc le regard, ce par quoi je vous demande de vous concentrer, ce sur quoi nous allons démarrer, il y a 4 intérêts fondamentaux à travailler son regard lors d'une prise de parole. Je les ai écrits et je vais aller les décortiquer avec vous. Diminuer l'effet de projecteur. Je crois que ce premier point est clé parce que, vous savez, quand on est un peu stressé parce qu'on vient d'arriver dans un cadre professionnel, on n'a pas encore ses marques, eh bien naturellement, dès lors qu'on est en réunion, on se sent regardé. On a toute l'équipe qui nous regarde, qui peut-être nous juge, et donc, comme le nom l'indique, on est victime de l'effet de projecteur, cette impression d'être le centre de l'attention parce qu'on est sous le feu des projecteurs. Appliquer un regard continu, aléatoire, on verra ce à quoi ça fait référence, va vous permettre de sortir de l'idée que vous êtes regardé parce que c'est vous qui regardez. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Cette idée est centrale pour, d'une part, s'intéresser à l'autre, mais aussi être à l'aise à l'oral. Donc, diminuer l'effet de projecteur, c'est une des conséquences d'un regard bien posé sur son auditoire. On verra comment. Garder le fil de ses idées, alors ça, c'est la classique. Je suis un peu stressé, qu'est-ce que je fais? Je suis en réunion, je suis face à des clients, je vais regarder en bas, je vais regarder en haut, à droite, à gauche, pensant que le sol ou le plafond sont plus inspirants que le public, ça ne marche pas. Si je veux garder le fil de mes idées intact, il faut que je garde le fil du regard intact. Gardez cette image à l'esprit. L'orateur, alors l'orateur c'est un grand mot, mais la personne qui prend la parole est le funambule des mots sur le fil du regard. Le funambule des mots sur le fil du regard. Ce qui signifie que si le fil du regard est tendu, les idées avancent, le fil du regard se casse et ce sont les fameux qui apparaissent. Très important aussi, le troisième point, susciter l'écoute. Et on va commencer à s'intéresser à cette histoire d'écoute active, ce qui permet de montrer une véritable présence à l'autre, qu'on soit en présentiel ou à distance, et à distance c'est encore plus efficace. Si je veux être écouté, parce que c'est le but d'une prise de parole en réunion ou dans des contextes avec un client, je dois être le premier à l'écouter. Et vous avez des phrases assez claires qui expliquent qu'on peut tout à fait être un bavard qui écoute. Et à l'oral, l'écoute va beaucoup passer par le regard. Je vous regarde là en ce moment dans la caméra pour avoir une chance d'être regardé. En fait, je vais faire ce que je veux que le public fasse. L'écoute, elle passe par les neurones miroirs. Si je veux que vous m'écoutiez, faut que je m'intéresse un peu à vous. Et le dernier point, et ça c'est assez courant dans le cadre professionnel, quand on vient de démarrer, quand on est un peu stressé, on parle un peu vite, un peu trop vite. Et le regard bien posé sur son interlocuteur permet véritablement de ralentir ce débit. Pas besoin d'être forcément très lent, mais l'idée c'est de maîtriser le débit. Je peux parler très vite, si je suis une Formule 1, je vais très vite dans les lignes droites, mais ralentir dans les virages, bref, maîtriser le débit de parole. J'aimerais vous proposer des petits exercices à utiliser avec ces apprentis, ces stagiaires, pour développer l'usage du regard. Au fond, le regard, vous le voyez, c'est un outil physique, mais qui traduit cette idée d'écoute, cette idée d'intérêt pour l'autre et de la relation. Bon, le nom fait sourire. Le dîner aux chandelles sans mots. Pas besoin de chandelles, mais l'idée simplement, c'est de vous proposer de faire la chose suivante. Vous prenez 2 apprentis, 2 étudiants, et vous leur demandez de se regarder droit dans les yeux pendant 90 secondes sans rien dire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cet exercice peut être terriblement stressant, comme il peut être terriblement révélateur de l'importance du regard. Pour l'avoir fait plus de 800 fois, je vais vous dire ce qui va se passer quand vous allez faire ça. Soit vos élèves vont être très gênés, soit ils vont être très à l'aise. Ceux qui seront gênés vont vous dire la chose suivante: je n'ai pas l'habitude de faire ça, je sentais que Bruno me regardait, je sentais qu'Émilie était concentrée sur moi, et donc, vu que le regard c'est une forme d'intimité, eh bien j'étais gêné, je suis regardé. Ceux qui étaient à l'aise, et c'est eux qui vont nous intéresser parce qu'ils ont un état d'esprit très intéressant dans le cadre professionnel pour les prises de parole, ne se diront pas qu'est-ce que la personne que je regardais pensait de moi, mais se diront tiens, eh bien cette personne face à moi a des yeux de cette couleur, a des yeux de cette forme. Tiens, je me demande si elle a bien mangé, si elle a bien dormi. Dit autrement, ces gens-là se disent inconsciemment, je ne suis pas regardé,
c'est moi qui regarde. Et la base d'une communication professionnelle réussie, c'est de se centrer bien sûr sur l'information et sur le fond. On n'est pas là uniquement pour déblatérer, mais de se concentrer sur la relation et sur l'autre. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. C'est la conclusion de cet exercice, le dîner aux chandelles sans mots, s'intéresser à la relation et donc développer ce soft skill de la prise de parole. Une variante intéressante là aussi, le dîner aux chandelles, mais avec des mots. Exercice que je vous propose de faire avec étudiants, apprentis. Tout simplement, vous faites la même chose, sauf que cette fois-ci, vous allez les inviter à parler, par le prise de parole, autant qu'ils parlent. Et ils doivent maintenir le fil invisible du regard tout en se parlant. Et vous allez observer des choses assez drôles, des personnes qui auront du mal à maintenir ce fil invisible, d'autres qui seront assez à l'aise. Au fond, il est assez normal d'avoir du mal à maintenir ce fil invisible parce que, et ils vous le diront, moi j'ai besoin de réfléchir. Quand je réfléchis, je regarde à gauche, à droite, en bas, en haut, bref, j'ai besoin de casser ce regard. Et c'est tout à fait normal. Mais deux choses. La première, c'est que pour la plupart, cet exercice est plus simple que le précédent. Vous vous rappelez, on se regarde sans parler. Ce qui est assez étonnant parce que dans celui-ci, vous ajoutez une contrainte. En plus de se regarder, vous devez parler. Et cela montre que la difficulté qu'ont beaucoup d'apprentis, d'étudiants, c'est véritablement gérer le silence. Ce silence qui fait qu'on va parfois être trop rapide, trop parler, ou au contraire, ce silence qui fait qu'on va parfois s'y enfermer, et donc qu'on aura du mal à prendre sa place, comme on va l'évoquer à la fin de cette masterclass. Donc là, le travail de cet exercice, c'est d'abord le silence, et d'autre part, c'est comment j'alterne entre je regarde mes invités, mes interlocuteurs, et je réfléchis quand je regarde ailleurs. C'est-à-dire que quand je casse le regard, si je suis très théorique, quand je ne regarde pas mon public, je réfléchis, je pose 3 secondes de silence et je repars ensuite avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça peut sembler très théorique, mais je vous assure que ça joue beaucoup dans l'image professionnelle qu'une personne renvoie dès lors qu'elle s'exprime. Bon, cette variante, c'est pour convaincre les étudiants les plus réfractaires à l'importance du silence. Et ça va parler aux plus sportifs d'entre vous. Paraît-il que la prise de parole est un sport, certains disent de combat. Je préfère penser que c'est un sport d'équipe. Vous allez demander à vos étudiants de faire la planche. Vous savez, cette attitude consiste à mettre un pied au sol et essayer de lever un pied en arrière à 90 degrés. Et vous allez leur dire de le faire suivant 2 variantes. Une première où ils posent leur regard en face d'eux sur un point, et une seconde où ils ferment les yeux. Ils font la même chose. Et vous allez voir que la variante avec le regard porté sur un point est plus simple. Pourquoi ? Parce que le regard permet d'avoir un point d'ancrage. L'idée à traduire est donc la suivante. Le regard, au-delà de la relation, c'est un point d'ancrage. Et quand on est un peu tendu, eh bien, on a besoin de s'ancrer de nouveau. Pour terminer avec cette idée de regard, et puis ensuite on aura de quoi interagir, retenez ces 3, 4 mots que vous voyez en gras à l'écran. Singulier. Je suis sûr et certain que vos étudiants, peut-être même vous, avez entendu ce conseil qui consiste à dire « je vais regarder au fond de la salle » ou mieux, je vais balayer mon audience. Voilà, je vais regarder, mais je vais balayer. Ce conseil-là n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que si je balaye, je suis en réunion, j'ai 10 personnes face à moi, je balaye, en fait, je ne regarde personne. Et si je ne regarde personne, eh ben, je vais regarder une masse. Et c'est quand je regarde une masse que je suis stressé. Parce que je ne sais pas parler à des masses. Par contre, je sais parler à des gens. Donc, je vais singulariser mon regard. Le regard, au fond, est condamné au singulier. On ne peut regarder qu'un œil à la fois. Donc, je vais regarder chaque personne 3 secondes, puis passer ensuite à une autre personne, puis ensuite passer à une autre personne, etc., etc. Ce conseil peut paraître basique, mais je vous assure que 90% des gens ne l'appliquent pas. Aléatoire. En particulier dans un cadre professionnel, je pense à regarder tout le monde, même les personnes sur les côtés qui sont les premières oubliées. Ce n'est pas une prise de parole entre amis, on parle à tout le monde. Hasardeux pour éviter les schémas, les 2 premiers conseils peuvent rendre quelque chose d'assez scolaire. Je regarde cette personne, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Non, le regard au fond ne se choisit pas. Et enfin, d'intérêt décidé, cela peut être assez important pour les personnes pour qui le regard présente un enjeu culturel. Regarder, parfois, c'est chercher à dominer. Ne pas baisser le regard, c'est peut-être faire preuve de défiance vis-à-vis d'une autorité ou d'un manager. Je pense que tout est une question d'intérêt. Si je regarde quelqu'un en m'intéressant véritablement à cette personne dans le cadre professionnel, ce regard peut durer très longtemps. À l'inverse, la rixe de regard, le combat de regard,
peut être intimé dès lors que l'intention n'est pas bienveillante. Et d'ailleurs, Nicolas, on a une question de l'audience pour toi. Est-ce qu'il vaut mieux s'exprimer avec ou sans notes? Alors, question hyper importante parce que elle est beaucoup posée. Tout va dépendre de plusieurs paramètres. Je pense d'abord de l'enjeu. Plus l'enjeu est important, plus on va préparer. Tout va dépendre aussi du niveau d'expertise du public. C'est-à-dire que si vous êtes face à des gens qui connaissent vraiment votre sujet, oui, on va préparer, oui, on va écrire. Et tout va dépendre aussi du niveau d'expertise que vous avez, celui du public et le vôtre. Vous devez connaître évidemment votre personnalité d'orateur. Il y a des orateurs pour qui tout apprendre va créer un phénomène de prison oratoire, c'est-à-dire que je suis stressé parce que je me retrouve comme je l'étais en CM2 avec la poésie et je n'ai pas le droit de changer de mot. D'autres pour qui ça va libérer le fait d'avoir une structure parce que j'ai un chemin et je sais où je vais. Donc plusieurs paramètres, les enjeux, l'expertise, la vôtre, celle du public, et votre personnalité oratoire pour savoir si vous êtes bien préparé, tout écrire ou pas. On sait aussi que parfois, dans le milieu professionnel, nos émotions peuvent être mises à rude épreuve. Et on nous demande dans l'audience, justement, comment gérer une communication parfois conflictuelle avec son manager quand les émotions viennent à prendre le pas. Yes. Écoutez, on est totalement dans le thème puisqu'on va en parler tout à l'heure. Je vous avoue que là, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle tout de suite? Alors, je peux déjà vous donner quelques éléments. Quelques pistes. Quelques pistes, voilà, comme tu dis Marie-Charlotte, quelques pistes. Il y a plusieurs réactions possibles. L'idée, c'est de mobiliser ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est un mot assez récent qui veut dire « je m'affirme sans blesser ». Et là, vous avez plusieurs méthodes, dans le respect de l'autre toujours, dans l'écoute de l'autre, plusieurs méthodes. Je pense à la communication non violente dont on va parler à la fin, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez en entendre parler. Essayez d'être assertif. Assertif, ce que ce n'est pas, c'est pas passif, pas agressif et pas manipulateur. Et puis une dernière question avant de te relaisser la parole. Est-ce que tu aurais des exercices pour la nuance de langage? Yes. Alors la nuance de langage, c'est-à-dire varier le registre de langue, on va en parler tout à l'heure avec ce que j'ai appelé la théorie du cadre. Donc ce sera la deuxième partie de cette conférence. Mais déjà, ce qui me semble être un bon exercice, mais qui est très simple, c'est tout simplement la lecture. Pardon, parce que ça peut faire un peu truisme ou évidence, mais... En tant qu'éditeur, la lecture, ça me va très bien, Nicolas. C'est parfait. Mais plus on lit et plus on est sensible aux mots. Et j'aimerais donner un exemple très simple avec un tableau assez connu de Paul Klee, où vous voyez des nuances de rouge. Plus vous connaissez de mots, plus vous êtes capable de traduire vos ressentis, mais aussi d'en partager. Donc la lecture, parce qu'elle va permettre de développer son vocabulaire. Et à la fois, c'est important, en effet, de s'adapter au registre professionnel. Et bien évidemment, on peut varier les registres quand on est dans son cadre personnel. Mais quand on est dans le cadre professionnel, il faut pouvoir aussi se mettre à niveau et être audible de tous et par tous. Et c'est hyper important sur justement le positionnement, la posture que l'on peut avoir avec son équipe, avec son manager. Je te laisse reprendre la conférence. Merci beaucoup. Et merci pour ces questions, parce qu'elle montre un intérêt pour la chose, et cet intérêt me semble bien sûr évident de là où je suis. Vous vous rappelez de la méthode dont je vous ai parlé en introduction, RDV, regard, et oui, vient ensuite le dos. Le dos, c'est deux choses fondamentalement, c'est à la fois votre posture, mais c'est aussi votre gestuelle. En gros, c'est votre corps, la façon que vous avez de vous en servir lorsque vous parlez. Une étude assez connue, un professeur qui s'appelle Albert Mehrabian expliquerait même que 93% de votre communication passe par le non-verbal. Non-verbal qui est donc la communication qui ne se fait pas avec les mots. Cette étude, elle est bien sûr à relativiser, puisque tout va dépendre des contextes, et au fond, si c'était vraiment le cas, la langue des signes suffirait. Mais quand même, elle a le mérite de montrer l'importance de cette communication. Et au fond, on peut la résumer à cette espèce d'aphorisme. Vous êtes vu avant d'être entendu, avant d'être compris. Ce qui veut dire qu'il faut évidemment se concentrer sur l'image que vous donnez à voir, qui passe beaucoup par votre posture. Si vous étiez à côté de moi, je vous aurais demandé d'adopter la posture que vous voyez à l'écran. Très simple, j'écarte les pieds, je mets les mains sur les hanches, je lève la tête et je reste comme cela pendant 1 minute. Une fois que vous auriez fait ça, je vous aurais demandé de changer ensuite de posture, de croiser les bras, de croiser les pieds, de baisser la tête. Et suite à cet exercice, je vous aurais demandé
Tiens, à quoi avez-vous pensé lorsque vous aviez les bras croisés? Vous m'auriez dit des choses assez similaires. Je regardais mes pieds, je pensais à ce qui m'attend, je pensais au travail, je pensais à des choses plutôt désagréables. Et à l'inverse, lorsque vous adoptez la posture de Wonder Woman que vous voyez au tableau, eh bien, vous m'auriez dit des choses plus agréables. Je me sentais plus confiant, je me sentais plus à l'aise, je me sentais exister davantage. J'étais concentré sur ce que je regardais. Eh bien, cette interprétation a été plus ou moins validée par une scientifique qui s'appelle Amy Cuddy. Amy Cuddy qui vous dit très simplement « Votre posture influence votre physiologie ». La façon dont vous vous tenez a un impact sur ce que vous ressentez. Et elle va plus loin. Elle dit que se tenir dans une posture un peu similaire à celle de Wonder Woman, où vous avez les épaules en arrière, le torse, la poitrine relevée, diminuerait votre taux de cortisol. Et à l'inverse, la posture où les bras sont croisés, la tête est baissée, augmenterait ce taux de cortisol, le cortisol étant une hormone associée au stress. Si cela était le cas, il suffirait de se tenir droit pour être à l'aise. Ce qui veut bien dire que cela n'est pas vrai pour tout le monde. Cette étude n'est pas tout à fait vraie tout le temps. En tout cas, ce que toutes les études qui ont travaillé sur la posture s'accordent à dire, c'est que, et ce mot peut vous déranger, mais je dois le dire, si vous voulez être à l'aise au moment de parler, vous devez accepter de prendre votre place et donc d'être dominant. Ça ne veut pas dire que je vais créer des dominés, mais je dois accepter de prendre ma place. Et c'est très souvent, quand on regarde cette population d'apprentis, d'étudiants, ce qui peut être difficile parce que le cadre n'est pas le mien, professionnel, je ne connais pas les codes, en tout cas pas tout à fait, et dans quelle mesure je peux vraiment prendre de la place. Je dois assumer de prendre ma place quand je suis dans un cadre professionnel. Ça passe bien sûr par cette posture. Évidemment, la posture de Wonder Woman est un petit peu, comment dire, rigide. Rigide parce que si j'avais les mains tout le temps sur la taille comme ça, vous doutez bien qu'au niveau des gestes, c'est compliqué et on ne peut pas la tenir tout le temps. Je ne vous demande pas non plus d'appliquer la posture que vous voyez à l'écran, ce serait encore une autre discipline, mais simplement d'appliquer les 4 points que vous voyez à gauche de la personne. L'ancrage au sol. Dès lors que je parle, je ne vais pas m'amuser à me déplacer dans un cadre professionnel. Et ça peut sembler anodin, mais sous l'effet du stress, moi le premier, on peut être amené à marcher sans s'en rendre compte. Donc je vais être le plus ancré possible, ça veut dire le poids du corps légèrement sur l'arrière, les orteils au sol. On verra bien sûr, pour ceux qui le disent déjà, ce qui se passe quand on est assis, puisqu'on est très souvent assis dans le cadre professionnel. Déverrouillage des genoux, ça c'est pour éviter ce qui peut arriver sous l'effet du stress, c'est cette tension qu'on a parfois dans les jambes parce qu'on est trop droit. Je vais plier légèrement les genoux. Alors, on ne fait pas du ski non plus, mais je vais sentir que je ne suis pas tout à fait raide comme un i. Le troisième point, qui est à mon sens le plus important, rapprochement des omoplates. Je vais très légèrement ouvrir le plexus solaire et donc gonfler la poitrine. Je n'aime pas l'image de gonfler la poitrine, je vais simplement rapprocher mes omoplates, les 2 os qu'on a dans le dos. Et enfin, le port de tête. J'imagine un fil qui tire la tête vers l'arrière et qui me permet d'être bien droit. Vous êtes vu avant d'être entendu, avant d'être compris. Je redis cela parce que pour certaines personnes qui ont essayé d'adopter ces codes en même temps que moi, vous vous êtes certainement dit « d'accord, mais ce n'est pas naturel ». Et je le comprends. Maintenant, la question, c'est de savoir naturel ou habituel. Et nous avons une question pour toi, Nicolas. Comment gérer cette posture lorsque l'on est en cours et que l'on marche entre les tables? Donc ça, c'est pour tous les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Yes. Merci de la question. Alors, vous avez 2 écoles. L'école Steve Jobs, je me déplace pour parler, et l'école Barack Obama, je suis beaucoup plus ancré. Pour ceux qui se déplacent, et ce serait tout à fait normal et bienvenu, je vais me déplacer entre 2 points d'ancrage. C'est-à-dire que je vais accepter de me déplacer, de baisser la tête s'il faut, mais je vais à un moment donné retrouver les 4 techniques dont je viens de parler. Donc je me déplace entre 2 points d'ancrage. Ça peut être une façon d'avoir cette technique sans l'appliquer tout le temps. Super, merci Nicolas. On continue avec ce qui me semble à mes yeux être impensif, mais c'est assez important de l'entendre, assis comme debout. Puisque très souvent, on prend la parole assis dans un cadre professionnel. Assis comme debout, cela signifie que je vais appliquer les mêmes techniques que j'ai évoquées lorsque je suis assis par rapport à ce que je disais tout à l'heure. La seule chose qui va varier, c'est que, et ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes, je vais mettre mes fesses sur l'avant de la chaise. Alors c'est un détail,
Mais si j'ai les fesses sur l'avant de la chaise, qu'est-ce qui va se passer? Le poids du corps est sur l'avant et je passe dans une posture pour parler. Très souvent, on se dit non, non, moi je vais me mettre le dos contre le dossier, comme ça je serai bien droit. Eh bien non. Non, parce que ça c'est une excellente posture d'écoute. Le dos contre le dossier, les bras croisés, j'attends. Dès lors que je dois parler, le corps doit parler en premier et je dois intimer l'idée que je vais m'exprimer, donc assis comme debout, les fesses sur l'avant de la chaise. Dans le dos, évidemment, vient cette question des mains. De façon globale, les mains, c'est l'idée du corps, et ça peut paraître être un détail, mais je vous assure qu'en formation, en prise de parole, cette question est systématique. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Est-ce que je dois m'en servir ou pas? Est-ce que je m'en sers bien ou pas? Eh bien, pour ceux qui en doutaient encore, oui, nous ne sommes pas italiens, mais nous avons besoin de nos mains pour 4 raisons que vous voyez à l'écran. Être plus écouté et gagner en charisme. Alors le mot peut paraître un peu fort, moi ce que je retiens c'est être plus écouté. Des études ont montré qu'une personne qui fait des gestes est considérée comme plus à l'aise, plus captivante, et c'est nécessaire dans le cadre professionnel, qu'une personne qui n'en fait pas. Deuxième point, vous allez aider le public à mémoriser, parce que vous donnez à voir ce dont vous parlez, avec vos mains. Troisième point, et là on commence déjà à toucher un peu la voix, une personne qui fait des gestes a une prosodie, la prosodie c'est la musicalité de la voix, plus marquée. Et enfin, apporter des informations supplémentaires au discours parlé. Là je parle aux plus éloquents d'entre vous, on reste en contact, vous voyez ce signe est un peu vieillot, mais il dit au fond, on reste en contact par téléphone. Le discours, lui, ne le dit pas. 4 arguments qui me convainquent de l'importance de la gestuelle, mais il faut quand même savoir de quel geste l'on parle. Le parasite, c'est celui qu'on va éviter. Le geste parasite, c'est je me touche le visage, je me touche les mains. Bon, j'espère ne pas trop en faire depuis le début de cette masterclass. Le déictique et d'interaction, pareil, le déictique, vous savez, c'est le geste de pointage, l'autorité. On évite aussi, on nous a appris à ne pas les faire. On peut les remplacer par des gestes d'interaction, main tendue. Le battement, c'est le geste que l'on fait le plus souvent, italien, avec une main ou avec 2 mains. Le métaphorique, c'est lorsque vous remplacez ou lorsque vous ajoutez un geste à une idée. Hier, j'ai mangé un plat aux sauces qui avait une saveur très particulière. Vous voyez, l'idée de la saveur est représentée par ce geste que j'ai fait il y a quelques secondes. L'iconique, c'est lorsque vous mimez une action. J'envoie des messages à des amis. Et enfin, l'emblématique, c'est lorsque vous n'avez plus besoin de parler et que votre gestuelle parle pour vous. Je vous fais un clin d'œil que j'ai peut-être un peu raté. Je vous fais un sourire, je dis oui de la tête ou non de la tête, bref, mon corps répond et cela montre une espèce de connivence entre vous et le public. Nous ne sommes pas à l'école, donc vous allez me dire pourquoi je vous ai parlé de ces gestes. C'est très important de les avoir à l'esprit parce que ce qui peut être terrible pour quelqu'un qui veut bien faire, c'est de paraître peu naturel, c'est de paraître faux. Et dans un cadre professionnel, je crois que la congruence, donc l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, est nécessaire parce que naturellement que l'on est jugé. Et la gestuelle, si vous voulez la développer, il est une très mauvaise idée que d'apprendre son geste, de se dire « ok, je vais faire des gestes d'ouverture parce que je suis ouvert ». Le meilleur moyen que j'ai trouvé jusqu'à présent de développer sa gestuelle est le suivant. Je vais regarder des gens faire des gestes et me dire dans mon esprit « ah ben tiens, c'est un geste emblématique, tiens, c'est un geste déictique, etc. etc. » Ce faisant, je me sers des neurones miroirs pour apprendre ce que j'observe et c'est tout. Anticiper un geste, c'est au fond être trop technique et ne plus être naturel. On va parler bien sûr de la voix, vous vous rappelez la méthode RDV. Et pour en parler, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je crois que vous aussi, puisque vous avez des questions à me poser. Pas de questions. Ah, autant pour moi. On espère que tout le monde va bien. En revanche, dans l'audience, on vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses avec nous aujourd'hui. La voix, c'est vrai que c'est hyper important. Ça contribue aussi à poser et à se faire reconnaître. Oui, tout à fait. Et je vais te dire, Marie-Charlotte, je vais me permettre, puisqu'on se connaît maintenant depuis quelques minutes, de vous stresser en quelque sorte et vous permettre d'imaginer la chose suivante. Pendant 30 secondes, imaginons que nous ne nous connaissons pas et que je me présente à vous comme cela. Bonjour à tous, donc vous le savez, moi je m'appelle Nicolas et aujourd'hui nous allons parler d'art oratoire. L'art oratoire, c'est une discipline qui est à mon sens assez importante et qui permet d'être plus à l'aise quand on parle. Je m'arrête là, vous voyez la performance d'acteur est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que cela peut faire sourire, cela peut certainement déranger, mais ça,
Ce que vous venez d'entendre, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et c'est important d'être en empathie d'ailleurs avec quelqu'un qui se retrouve hyper stressé dans sa prise de parole. Il faut l'accompagner, il faut lui dire que tout va bien. Et bien évidemment lui permettre de ralentir, reprendre ton souffle, reprendre ton expression. L'empathie aussi dans la prise de parole, c'est quand même essentiel, Nicolas. Oui, l'empathie, l'écoute active dont nous allons parler tout à l'heure, la reformulation qui est une forme d'écoute que l'on peut avoir également. Cette empathie, elle est importante aussi du point de vue de celui qui parle parce que souvent quand on est stressé à ce point, on imagine qu'il n'y a pas d'empathie de l'autre côté. On imagine que la personne en face est beaucoup plus, je me permets cette expression, lion que vétérinaire, beaucoup plus cassante que aidante, alors qu'en vérité, on a tous cette capacité de souffrir de la souffrance de l'autre. Je me souviens d'ailleurs d'une interview de Kate Winslet, Ah ouais qui est justement avec une jeune journaliste qui est hyper stressée. Et elle lui dit, mais il n'y a pas de souci. Et donc, elle permet de redescendre aussi au même niveau, quoi. On est ici, toi et moi, on est vraiment dans un terrain neutre et c'est important de pouvoir le rappeler, de rassurer la personne qui est en face de vous. Et d'ailleurs, on a une question pour toi dans l'audience, c'est le plus difficile, c'est d'économiser sa voix pour tous les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu as des conseils, justement? Alors, je vais vous dire, ça c'est une super question. Moi, je prends des cours de voix parlée parce que je suis persuadé de l'importance de la voix. Une voix, c'est un passeport vers le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Donc, c'est super important. J'en ai deux. Le premier, c'est ce que m'a conseillé donc ma coach personnelle vocale, c'est un nébuliseur. Alors, un nébuliseur, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de dispositif qui permet de détendre un peu les cordes vocales. Vous savez, par exemple, le fait de boire de l'eau. Boire, ça permet de détendre les cordes vocales, mais pour le lendemain. Puisque le temps que l'eau arrive au niveau des cordes vocales, quand vous buvez, elle ne touche bien sûr pas ces cordes-là. Donc, le nébuliseur va venir hydrater directement les cordes vocales. Et le deuxième point, c'est le travail indispensable de la respiration ventrale pour porter sa voix en faisant le moindre effort. S'il n'y a pas ce travail-là, on va forcer sur les cordes vocales et ça va être délicat. Une question peut-être pour l'audience, Nicolas. Comment mieux poser sa voix, notamment si la voix tremble? Est-ce que l'on va plutôt utiliser la respiration ventrale, éviter la détresse respiratoire, jouer sur l'ensemble des autres paramètres vocaux ou les trois à la fois? On vous pose la question à toutes et à tous qui est avec nous aujourd'hui. On se retrouve juste après. La question s'affiche, on lance le sondage, on débriefe ensemble d'ici quelques secondes. 75% d'entre vous nous répondent la respiration ventrale et 35% nous indiquent jouer sur l'ensemble des autres paramètres vocaux. Quelle était la bonne réponse finalement, Nicolas? Eh bien, j'ai envie de dire, pour ne pas paraphraser un sketch assez connu, la réponse D. La réponse D, les trois à la fois, et on peut en parler. Bien sûr, la respiration ventrale qui va vous permettre de maximiser l'air dont vous disposez. Le diaphragme descend, crée un appel d'air qui gonfle les poumons au maximum. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, l'air est nécessaire. Éviter la détresse respiratoire, qui elle est due à deux facteurs. Soit un manque d'air, parce que la respiration est trop haute, on va en parler, soit un excès d'air. Je prends trop d'air et donc le temps entre deux inspirations est trop long. Le cerveau n'est pas à l'aise avec l'idée d'attendre trop longtemps entre deux inspirations, ce qui crée une détresse respiratoire et ce qui fait trembler la voix. Et enfin, jouer sur l'ensemble des autres paramètres vocaux, le débit, le volume, l'articulation, les silences, bien sûr, va aider à mieux poser sa voix quand on est en difficulté. Une nouvelle question pour toi. Si l'on a une voix aiguë pour un homme, par exemple, ça peut être un problème pour porter un message, ou en tout cas on a ce ressenti problématique de l'image que l'on peut renvoyer aux autres. Quelle solution pouvez-vous apporter ? C'est une question que j'ai déjà entendue. On a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec le timbre de leur voix, qu'elle soit fluette, grave, cassée. Ça fait partie justement des petits défauts qu'on n'aime pas chez nous parfois. Yes, et alors je vais vous dire, là on entre dans le domaine du timbre vocal. Le timbre, c'est un petit peu votre ADN vocal. A priori, vous ne pouvez pas, et j'irai même plus loin, vous ne devez pas le changer. Je ne suis pas très grand, je ne fais pas 1m90, je ne m'aime pas. Vous voyez, donc là, il y a une logique d'acceptation de soi, dans une certaine mesure, mais je pense que l'acceptation de soi, elle passe par la connaissance de soi. Beaucoup des personnes qui disent ne pas aimer leur voix ne la connaissent pas. Et donc, ils ou elles sont surpris dès lors que je fais un vocal et j'entends ma voix. Ah, c'est ma voix ? Parce que je ne la connais pas. Donc, l'apprécier au sens premier du terme, c'est d'abord pouvoir l'estimer, pouvoir la connaître. Et une fois que je la connais, je pourrai la juger positive ou négative. Mais certainement que
ce désamour qu'on a pour la voix montre souvent un manque de connaissance de celle-ci. Donc le seul conseil que je me permets de donner, qui ici n'est pas un conseil personnel parce que je ne vous connais pas, c'est de commencer à connaître sa voix. Et à la travailler. On a une autre question pour toi, l'audience est en délire. Maîtriser, contrôler ses mains, sa posture, sa voix, ça demande beaucoup de ressources cognitives et aussi de contrôler son naturel, bien évidemment. Comment faire pour que cela devienne naturel et puisse être oublié au moment de notre intervention? Merci de la question qui est super importante. Je vais vous donner une image qui me semble parlante. Quand je suis à l'entraînement, je me concentre sur la façon dont je fais la passe, sur le regard, la posture, la gestuelle, mais en match, là je suis en match devant vous, je ne me concentre pas là-dessus. Je me concentre sur l'intention, et l'intention doit me permettre de penser à tout. Ça veut dire que lorsque vous êtes, donc pour des élèves apprentis ou des étudiants simplement, je me concentre sur mon message, sur l'intention quand je parle, mais quand je m'entraîne face caméra par exemple en me filmant, là je vais me concentrer sur la technique. Mais quand je suis en match, je ne dois pas me concentrer sur la technique parce que je m'intéresse à la relation à l'autre. Je n'ai plus le temps, ce n'est plus le moment de m'intéresser à ces paramètres-là qui sont là ou qui ne sont pas là. Mais ce n'est pas mon affaire à ce moment-là. Merci Nicolas, on peut continuer cette masterclass. Eh bien, vous vous rappelez que nous sommes dans ce grand thème de la voix, et c'était d'ailleurs le sujet des questions auxquelles nous venons de répondre. La voix, c'est ces 6 paramètres à la fois. Le timbre, la voix naturelle, on en parlait à l'instant, le volume, parler fort, parler peu fort, la hauteur et les intonations qui, au-delà d'être des paramètres qui peuvent penser à une espèce de grandiloquence, sont super importants puisque les intonations dégagent, montrent la confiance de la personne qui s'exprime face à vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'intonations en s'exprimant est généralement plus confiant. L'articulation et la diction, qui est de plus en plus un sujet parce qu'on parle de plus en plus vite, on articule de moins en moins bien. Et la diction, elle, fait beaucoup plus référence à l'accent que vous avez quand vous parlez. Le débit ou la vitesse, est-ce que je parle vite, est-ce que je parle lentement? Et enfin, le souffle et la respiration. De ces 6 paramètres, le paramètre central, vous l'avez compris, qui va beaucoup influencer les autres, c'est le souffle et la respiration. Puisque lorsque cette respiration est ventrale, plutôt basse et plutôt juste, en général, le débit reste mesuré, en général, on articule bien, on arrive à poser une espèce de variation, le volume est lui aussi ajusté. Donc, le premier des paramètres, et peut-être le seul pour certains à travailler, c'est le 6, c'est bien sûr la respiration. Ce terme vous dit certainement quelque chose. La respiration diaphragmatique, c'est l'autre nom que l'on donne à la respiration ventrale ou la respiration basse. Bon, je ne vous montre pas trop longtemps cette slide, sinon je crois que nous allons avoir envie de dormir. Vous avez ici une application très utile pour travailler sa respiration ventrale, la rendre habituelle, puisque certains d'entre vous le pressentent, j'en suis sûr, je ne peux pas, face à mes élèves, je ne peux pas, face à mes collègues, dans un cadre professionnel, me concentrer sur le fond de ma pensée et sur ma respiration. Je dois automatiser un processus et apprendre par cœur, c'est un peu long. Je dois donc automatiser la respiration ventrale. Pour cela, Respire Relax Plus, qui est une application que vous pouvez trouver sur Internet, est très utile. En quoi consiste cette application? Une bille qui monte et qui descend. La bille monte, vous inspirez, elle descend, vous expirez. Ça a l'air simple, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle monte pendant 4 secondes et elle descend pendant 6 secondes. Ce qui veut dire que vous devez durer tout le temps de l'inspiration, tout le temps de la montée, et pareil pour l'expiration. Et l'objectif, c'est de réussir à faire avancer l'abdomen. C'est-à-dire de ne pas avoir une respiration thoracique qui entraînerait un mouvement vers le haut des épaules, comme vous le voyez, mais plutôt réussir à faire avancer l'abdomen. Et bien sûr, je vais le préciser, une respiration ventrale ne signifie pas que le ventre prend de l'air. Dans les 2 cas, ce sont toujours les poumons qui se gonflent. Et on va voir ce qui se passe dans le détail. Dans les 2 cas, les poumons se gonflent, mais dans le cas où la respiration est ventrale, vous voyez, les poumons, droit-gauche, reposent sur ce qu'on appelle le diaphragme. Diaphragme, respiration diaphragmatique, qui est un muscle. Qui est un muscle qui va créer un effet de piston, un appel d'air. C'est-à-dire que lorsqu'il va descendre, ce diaphragme, l'abdomen avance. Et comme ce diaphragme descend, il va créer un appel d'air pour remplir les poumons, qui ne sont que des poches au fond. Les poumons ne peuvent pas se remplir tout seuls. Et c'est la descente du diaphragme qui va gonfler les poumons
et vous permettre d'avoir une respiration adaptée. Lorsqu'on est stressé, et c'est le cas dans 90% des prises de parole malaisées, le diaphragme est beaucoup moins mobile, les poumons ne peuvent plus se gonfler grâce à son appel d'air. On va donc chercher à créer d'autres appels d'air, notamment en haussant les épaules. Cette respiration est très intéressante si l'on fait du sport et qu'on a besoin d'accélérer, mais dans le cas d'une prise de parole, elle va activer ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Je suis très technique, mais en gros, elle va vous stresser, puisqu'elle va accélérer l'organisme. Et ce stress va s'observer par une voix qui tremble, ce qui est peu professionnel, vous en conviendrez. Une nouvelle question pour vous tous et toutes qui êtes avec nous aujourd'hui. Quelle est la meilleure technique pour s'entraîner au quotidien? Saisir l'occasion de pratiquer, parler et se filmer avec un téléphone ou bien réponser, se fixer un objectif de progression au quotidien. On vous laisse quelques secondes et on se retrouve juste après pour débriefer. 44% de l'audience, Nicolas, nous dit saisir les occasions de pratiquer, quand 19% nous indique parler et se filmer avec son téléphone, là où 39% veulent se fixer un objectif de progression au quotidien. Alors d'après toi, quelle est la meilleure méthode? Eh ben, je vais vous dire, les trois, mon capitaine, puisque les trois fonctionnent très bien. Saisir les occasions de pratiquer, c'est là que vous voyez l'efficacité de votre entraînement. Parler, se filmer avec son téléphone est une manière de pratiquer, puisque l'on pratique en même temps que l'on s'évalue grâce au film. Et enfin, un objectif, c'est ce qui vous permet d'avancer, de ne pas faire que marcher. Vous savez dans quel sens vous allez, puisque vous avez un objectif à atteindre. Et on va voir maintenant ensemble, Nicolas, comment on s'adapte à son auditoire. Exactement. C'est l'étape 2 qui fait suite à cette méthode RDV. Et s'adapter à son auditoire, au fond, c'est penser à ce que j'ai appelé la théorie du cadre. Théorie du cadre qui peut s'illustrer de la façon suivante. Vous êtes l'un de ces 4 monsieur, madame. Monsieur parfait, dans le cas où vous êtes très carré, dans le cas où vous appliquez parfaitement la technique RDV, donc vous cherchez à être crédible. Mais le défaut, c'est que vous cherchez aussi à créer une espèce de distance. Quand on est monsieur, madame parfait, nous ne sommes pas les mêmes et donc je vais être très professionnel, crédible, mais distant. Monsieur normal, je détends un petit peu l'atmosphère, mais je reste quand même professionnel. Je passe inaperçu, c'est-à-dire que je m'intègre, c'est positif, mais ce peut être aussi un défaut. Je passe inaperçu, je n'ai pas su me différencier. Si je joue à monsieur, madame cool, dans ce cas, je serai proche, donc je vais chercher la sympathie de l'autre, mais le défaut, c'est de ne pas paraître tout à fait crédible. C'est d'employer des formulations qui ne sont pas du ressort de l'entreprise. Trop familier, par exemple. Exactement. C'est d'être trop familier. Et on l'est encore plus, bien sûr, quand on est monsieur, madame libre. On est en roue libre, on ne maîtrise pas. Ça peut être excessif, c'est le défaut. Ça peut être aussi intéressant. Le manque de filtre. Eh bien voilà, dans le cadre professionnel, c'est le manque de filtre et ça, on évite. Là, je vais vous poser la question, quel est selon vous le bon cadre à adopter? Certains vont me dire que ça dépend des situations. Moi, je vais vous dire, c'est à vous de fixer votre limite. En théorie, d'un point de vue oratoire, tous les cadres sont intéressants. Mais dès lors que vous avez à vous intégrer dans un cadre professionnel, vous devez, dans un premier temps, vous limiter à monsieur parfait, monsieur normal. Est-ce que c'est se travestir? Est-ce que c'est être quelqu'un d'autre? Non. C'est se dire que l'on est tous les cadres, mais que c'est nous qui choisissons le cadre que nous voulons adopter. Monsieur parfait, monsieur normal. Si vous étiez en face de moi, je vous aurais invité sur le point non verbal à appliquer à fond le RDV, le regard, le dos, la voix pour jouer monsieur parfait. Et monsieur normal, je détends un petit peu le tout, le regard est peut-être un peu moins continu, la posture un peu moins parfaite et la voix un peu moins maîtrisée. En tout cas, pour vous entraîner, ce sera la fin de cette partie. Essayez de pratiquer ces différents cadres et de vous balader entre monsieur parfait, monsieur normal, peut-être même les autres, pour bien comprendre que ces cadres sont différents. Et on va voir maintenant ensemble, Nicolas, comment gérer son stress, comment gérer ses émotions. Et d'ailleurs, on a une question à vous poser à toutes et à tous qui est avec nous aujourd'hui. Le stress est-il positif ou négatif selon vous lors d'une prise de parole? Réponse A, c'est positif. Réponse B, c'est négatif. Et réponse C, cela dépend après tout. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. On se retrouve juste après. 12% nous indique que le stress est positif, quand 10% nous disent qu'il est négatif et 77% en revanche, dans l'audience, nous disent cela dépend et je pense que tout le monde a raison. Oui, tout le monde a raison parce que le stress peut être très positif, ce qu'on appelle en anglais le eustress, négatif, le distress et enfin cela dépend, bah oui, cela dépend du stress que l'on vit.
Et c'est peut-être une façon pour nous d'introduire la suite, à moins qu'il y ait d'autres questions. On te demande, oui, en effet, passer par l'observation du milieu dans lequel on intervient, peut-être par rapport à la posture, justement, se réadapter. Tu veux dire l'observation du milieu, c'est-à-dire s'adapter à ce que l'on voit? Exactement, à son environnement, en fait. Tout à fait. Et dans ce cas, vous jouez, vous vous rappelez à ce qu'on disait tout à l'heure, à Monsieur Parfait. En fait, si on est plus large, ce qu'on appelle le surcadrage, donc quand vous surcadrez tout à droite, vous êtes parfait parce que vous mimétisez, vous mimez les comportements des personnes qui sont face à vous. Plus vous allez être à l'aise, plus vous allez exprimer une singularité avec une limite. Mais oui, mimétiser, c'est jouer en fait à Monsieur, Madame Parfait. Alors Nicolas, dis-nous tout, quelles sont les techniques pour gérer son stress? Eh bien écoutez, on y va. Je pourrais vous poser cette question parce que, évidemment, vous en avez des techniques de gestion du stress. Bon, l'idée, c'est que je vous propose les miennes. Le stress, c'est quelque chose de physique que l'on ressent avec ce cœur qui s'accélère, avec cette respiration plus difficile, mais c'est d'abord quelque chose de cognitif. C'est d'abord un processus qui peut se rapprocher de l'anxiété quand on prend la parole. Et je vous invite à considérer les 5 étapes que vous voyez devant vous. 1. La situation déclenchante. Vous allez prendre la parole et cette prise de parole, pour un apprenti, pour un étudiant, elle est en réunion, elle est face à un client, elle est face à un manager, donc elle représente, elle déclenche, le nom l'indique, une émotion. Les émotions, dans les premiers travaux de certains sociologues, il n'y en a pas 50, il y en a 6 ou 7 qui sont universellement ressenties. Joie, colère, tristesse, surprise, dégoût, mépris. Celle qui nous intéresse dans le cas où on prend la parole, on ne va pas se mentir, c'est la peur. Et je vais vous dire, il est normal de ressentir de la peur. Moi-même, j'en ressens en ce moment, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que le point 3 est clair. Les pensées automatiques ou les pensées conscientes. Je vous donne un contre-exemple qui peut générer un stress et donc rendre difficile la gestion du stress. Je prends la parole devant mon manager, je ressens de la peur et je me dis attention, si cette peur se voit, je ne suis plus crédible. Vous voyez, j'ai la main qui tremble, je ne suis plus crédible. Ou au contraire, je vais me dire je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas aussi capé, aussi expérimenté que lui. Cette pensée-là, 3, crée un sentiment ressenti du mental. C'est donc mon mental qui m'invite à ressentir quelque chose, l'anxiété si ça va encore, l'angoisse si ça ne va déjà plus, et la panique si au fond je n'assume plus une posture professionnelle. Le dernier point, c'est le comportement. C'est ce que l'on voit, ce que vous donnez à voir, et ce comportement en général, quand le sentiment est de l'ordre de l'angoisse ou de la panique, est un comportement inhibé. Je ne prends pas ma place et je ne suis pas clair. L'idée, c'est d'abord de mettre des mots sur chacune des étapes pour vous, pour vos étudiants. Et une fois qu'on aura mis des mots, eh bien, de venir regarder certaines craintes, certaines peurs. Je pense par exemple à une peur qui est très ressentie en entreprise, qui est la peur d'être critiqué ou d'être jugé. Je vais être rapide sur celle-ci, mais vous allez voir, elle peut être assez parlante, notamment via cette image. Imaginons que pendant 5 minutes, un peu moins, vous n'êtes plus des êtres humains, mais je vais me permettre de vous le dire comme cela, vous êtes des gazelles. Ça peut vous faire sourire, mais il se trouve qu'en tant que gazelle, vous êtes cette gazelle leader face à vos collaborateurs, face aux autres gazelles, et vous n'avez pas de chance, vous êtes blessé. Belle blessure, hein, la jambe étant sanglantée, sanguinolente. Un dicton dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Comme par hasard, ce dicton est vrai. Vous vous retrouvez face à un groupe de lions. Ces lions, vous les connaissez, vous savez que s'ils voient votre blessure, ils vont vous dévorer. Vous décidez de cacher cette blessure, ils ne vous ont pas pris en chasse, vous avez réussi à partir, c'est moi qui me suis fait dévorer, et peu de temps plus tard, vous croisez un autre groupe de personnes, un groupe de vétérinaires, dira-t-on, et ces vétérinaires vous invitent au fond, vous vous dites, je vais montrer ma blessure, ils viendront m'aider, et je serai guéri. C'est ce que vous faites. Ma question est la suivante, quand vous prenez la parole dans le cadre professionnel, je m'adresse bien sûr à ces étudiants, ces apprentis qui suivent cette conférence, voyez-vous des lions ou voyez-vous des vétérinaires ? Cette question est importante puisqu'elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Marie-Charlotte. Dans quelle mesure je suppose de l'empathie chez l'autre? Dans quelle mesure j'ai confiance en l'autre? Et c'est véritablement cette confiance en l'autre qui me permettra d'avoir confiance en moi. Certains vous diront lion, d'autres vous diront vétérinaire. Vous-même, vous avez un avis bien sûr sur la question. Je ne sais pas ce qu'est l'autre, je ne suis que moi, vous aussi, mais ce que je sais, c'est que les gens qui voient des vétérinaires sont beaucoup plus à l'aise que les gens qui voient des lions. Et il y a 2 choses qui me permettent de dire qu'on peut partir du postulat qu'on est face à des vétérinaires. Je suis rapide dessus, mais c'est important que vous l'entendiez. Le point 1, ce sont les fameux neurones miroirs, à la base de l'écoute active, à la base de l'envie de se mettre à la place de l'autre. Si je suis mal en réunion d'équipe face aux autres, les autres ne seront pas particulièrement bien. Et vu que les autres veulent être bien, dans leur intérêt, il vaut mieux que ça se passe bien pour moi. Ça, ce raisonnement, c'est utile pour se rassurer. Mais deuxièmement, et on y pense peu, je suis
nouvelle arrivée dans l'entreprise, j'ai mes objectifs. Je veux convaincre, je veux montrer que je suis pertinent, légitime. Mais j'oublie que les gens qui m'écoutent ont aussi leurs objectifs. Ils sont là pour être convaincus, pour comprendre, pour avancer. Si le public veut vraiment atteindre ses objectifs, il a besoin d'une chose. Il a besoin que j'atteigne mes objectifs à moi. Ce qui veut dire que si l'on veut être plus à l'aise dans le cadre professionnel par rapport à cette peur d'être critiqué, je dois mettre au centre du jeu les objectifs communs. Pourquoi nous sommes au même endroit, au même moment? Et si j'ai bien en tête ces objectifs communs, je serai beaucoup plus à l'aise parce que ce n'est pas un sport de combat, c'est un sport d'équipe. Et si ce n'est pas un sport de combat et que c'est un sport d'équipe, vous vous rappelez de ce qu'a fait la gazelle blessée, elle a montré sa blessure. Une personne professionnelle qui veut gérer un stress doit commencer par trouver une façon non impudique et pour elle et pour le public de dire, de verbaliser son émotion. Attention, on n'est pas là pour faire le grand dévoilement, pour dire je suis stressé, mais à vous de trouver cette façon non impudique et pour vous et pour le public de l'exprimer. Faisant cela, ce stress est géré. Étant géré, on est plus tranquille pour la suite. Gérer son stress, c'est bien sûr d'autres peurs, mais je crois que celles-ci, les deux que j'ai évoquées, la peur de la critique et la peur de perdre ses moyens via l'expression de l'émotion, sont les deux craintes centrales que peuvent avoir des jeunes professionnels dans l'expression orale dans un cadre professionnel. Et on va pouvoir parler de cette dernière étape. On a peu de temps, prendre sa place et s'affirmer. L'assertivité, vous le voyez à l'écran, c'est plusieurs choses. Prendre sa place sans nuire à autrui. Communiquer efficacement, directement, honnêtement, clairement. Comment je fais pour assumer ma place? L'assertivité, je viens de vous la définir, ça ne se vérifie pas quand tout va bien. Quand tout va bien, il n'y a pas de sujet. Mais c'est véritablement dans des situations conflictuelles ou potentiellement conflictuelles. Manager avec qui ça peut être compliqué ou un client difficile. Voilà ce que permet l'assertivité. Tout ça et certainement d'autres choses. Dire non, exprimer un désaccord, faire une demande, répondre à une critique. Mais voilà ce que n'est pas l'assertivité. Lorsque je suis, vous le voyez, sous le feu d'une communication difficile, je peux contre-attaquer, ce qui n'est pas professionnel, je peux fuir, ce qui ne l'est pas toujours non plus, ou être sidéré, la fameuse soumission ou la passivité. Ces réactions-là ne sont pas efficaces. Mais elles s'expliquent. Elles s'expliquent, comme vous le voyez, par ce qu'on appelle la théorie du cerveau triunique, qui est une théorie qui est évidemment remise en question aujourd'hui, mais qui explique que nous avons trois cerveaux. Reptilien, le cerveau ancestral, limbique, celui des émotions, et enfin le cortex, le cerveau intelligent, qui nous permet de nous comprendre en ce moment. Si je fuis, si je contre-attaque, eh bien c'est le cerveau reptilien et le cerveau limbique qui ont pris le dessus. Être professionnel, c'est bien sûr non pas réagir, mais répondre, et donc solliciter son cerveau intelligent, le fameux cortex, pour être à la hauteur de cette communication compliquée. Vous le voyez de façon synthétique, j'évite l'agressivité en gardant mon calme, j'évite la passivité ou la fuite en affrontant la situation, en disant ce que je pense, et j'évite la manipulation en étant clair, et ce faisant, je serai assertif. Quelques mots qui peuvent être assez parlants pour certains d'entre vous, pour mettre du concret sur ce qu'est l'assertivité, être positif, constructif, calme, observateur, clair, ferme, mais pas fermé, puisqu'on est ouvert, c'est le dernier point, curieux et empathique. Attention, l'empathie, ce n'est pas la sympathie. Empathique, je vous comprends tout en restant moi. Sympathique, vous riez, je ris. Vous souriez, je souris. La sympathie est parfois un frein à l'empathie. L'empathie demande une juste distance qui est parfois difficile dans un cadre professionnel. Très concrètement, ce qui va vous permettre de rester en contrôle, ce qui va vous permettre de rester en prise avec votre cortex, eh bien, ce sont les quelques points écrits au tableau. C'est respirer. On retrouve cette idée de la respiration ventrale. Le silence, qui est clé. C'est éviter les petites scories non verbales, etc. S'asseoir, le fait d'être assis, permet d'être un peu plus calme et repose le cerveau reptilien. Boire, ça peut sembler anodin, mais le fait de boire peut permettre de ravaler sa salive et donc de réfléchir un peu à ce que l'on va dire. Choisir le moment de l'échange, ne pas être, trop rapide, trop spontané, choisir le bon moment et enfin écrire peut aussi aider à réfléchir à ce que l'on va dire. Toujours dans ces quelques conseils importants, l'écoute active va permettre de passer sur un mode assertif. Questionner, c'est une forme d'écoute active. Reformuler ce qui a été dit, le je plutôt que le tu. Ce n'est pas tu me, et je vais m'arrêter là parce que vous voyez ce que pourrait être la suite, mais c'est plutôt je me sens. Gêné, blessé, c'est la base de la communication non violente. Le et plutôt que le mais, là aussi, c'est un détail qui a son importance.
plusieurs méthodes, et je serai rapide dessus parce que ces méthodes, vous pouvez bien sûr les retrouver, mais l'idée, c'est de pouvoir les pratiquer. La base d'une communication réussie, potentiellement conflictuelle, eh bien, c'est la communication non violente, qui repose sur ces quelques étapes. L'autorisation, pour m'assurer que l'autre est disponible. Je suis factuel, précis, j'évite d'extrapoler. Ce n'est pas « tu n'es jamais disponible », c'est « sur les 3 derniers jours, tu ne l'étais pas ». C'est exprimer ses sentiments, « je me sens ». C'est le besoin que j'ai et enfin la demande d'action. La méthode DESC. Méthode DESC, qui est là aussi une forme de méthode de communication non violente. L'idée, c'est simplement d'ajouter ce qu'on appelle la technique de la requête négative, c'est-à-dire que je vais demander des précisions supplémentaires et surtout, si la personne n'est pas coopérative, je vais imposer une solution, proposer une solution. La méthode sandwich, qui est très parlante, qui permet de faire passer un avis, de donner du feedback, très simple. Je commence par du positif, je termine par du positif et entre les deux, je mets ma critique. Attention, cette technique est beaucoup galvaudée parce que mal utilisée, parce que souvent associée à de la manipulation. Je dis 2 choses positives que je ne pense pas pour mieux faire passer la critique. Attention, essayez évidemment de penser véritablement vos points positifs. Et enfin, la méthode contre, je vais être honnête avec vous, j'espère que vous n'avez jamais eu l'occasion de vous en servir, car cette méthode est utile dès lors qu'on a un propos violent à gérer, surprenant dans sa forme. L'idée, c'est donc de suivre cet acronyme, je reste calme. C'est impensif là aussi, mais si je ne suis pas calme, c'est le cerveau limbique. Si c'est le cerveau limbique, à partir de là, je ne suis plus assertif. L'observation, c'est simplement ce qu'on appelle la technique de l'édredon. Je vais montrer mes limites, d'accord, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. J'exprime un sentiment, je me sens surpris. Et puis, je pose cette question, consiste au fond à chercher du détail sur ce qui est à l'origine de cet agacement. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce qui vous fait dire ça? J'entends ce qui est dit et enfin, je peux donner mon point de vue. L'assertivité, vous le voyez, ce n'est pas renverser la table, ce n'est pas reprendre le dessus, mais c'est s'intéresser autant à mes intérêts qu'à la relation, car la relation, elle a commencé hier et il est possible qu'elle continue encore un peu. La méthode ASSERT, bien sûr, qui est une forme détaillée pour arriver à dire non. Ce n'est pas facile pour certains étudiants, certains apprentis. Savoir dire non, c'est simplement accueillir la demande, l'écouter entièrement, identifier le besoin qui est derrière, savoir signaler sa contrainte, je ne peux pas, je ne suis pas disponible, et exprimer son refus, clairement, je ne pourrai pas. En revanche, je peux proposer, je retiens une solution. Être assertif, c'est être positif et constructif. Et enfin, je termine sur une note positive, j'espère que l'on pourra trouver une solution. Merci Nicolas pour cette masterclass riche de conseils pratiques. On espère que tout le monde va bien dans l'audience, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience pour Nicolas, pour aller plus loin? Moi, j'en avais une déjà dans l'audience qui est arrivée. C'est comment on gère aussi dans le milieu professionnel des collaborateurs qui peuvent venir nous intimider. Et donc, on a un petit peu de mal justement à se situer, comment on arrive justement via l'assertivité, mais comment on arrive à dépasser, à se faire un petit peu violence personnellement pour pouvoir répondre et cultiver quelque part, Nicolas, cet art de la répartie. Alors, question qui est super importante. L'assertivité, si on est global, elle se vérifie bien sûr dans la réponse, dans ce que l'on va dire, mais aussi dans l'attitude. Je vais être très trivial en vous disant ça, mais vous savez, il y a des comportements physiques qui vont plus facilement donner envie d'être manipulateur, d'être agressif. Donc le RDV, face à ces personnes auxquelles vous pensez, est indispensable. Votre corps doit montrer que je ne suis pas quelqu'un face à qui on va mal s'adresser. Ça, c'est une base indispensable. Sur l'assertivité, moi, je vous propose de repenser à toutes les petites techniques dont on a parlé, s'asseoir, boire, etc., choisir son moment. Le fait de faire preuve de répartie, donc faire mouche en disant le bon mot, ce n'est pas toujours une bonne chose si je veux être assertif, parce que souvent c'est la base de l'agressivité. Technique qui marche bien, en fait, être assertif, c'est être dans la répartie, c'est reprendre ce qu'a dit l'autre et vous en servir contre lui. Mais dans le cadre professionnel, je ne recommande pas la répartie, puisqu'elle va créer souvent, elle peut créer en tout cas une forme d'escalade. J'en parlais sur une autre masterclass sur le courage managérial. Et donc, c'est une question qu'on te pose, c'est comment on met ces distances et on ne passe pas de l'empathie à trop de sympathie. On pourrait aussi parler de l'apathie. Empathie, sympathie, c'est vraiment pleurer avec la personne. Ouais. Voilà. L'empathie, c'est mettre la juste distance. Comment on arrive à mettre cette juste distance, Nicolas, justement ?
c'est une question qui est très importante. Souvent, un excès de sympathie vient au fond d'une peur, en tout cas peut venir, d'une peur du regard de l'autre, une peur d'être jugé, de ne pas être apprécié. Et je pense que pour pouvoir clairement choisir entre la sympathie et l'empathie, il faut pouvoir se libérer de cette peur-là. Et se libérer de cette peur-là, ça passe par accepter l'idée d'être critiqué, d'être jugé. Tant que je n'accepte pas ça, je chercherai toujours à avoir un fond de sympathie, au moins, parce que je n'aurai pas cette juste distance, parce que je n'accepte pas l'idée d'être critiqué. Donc je pense que la réponse, elle se situe à un niveau d'abord psychologique, cognitif, et ensuite l'empathie, c'est croire véritablement dans les bienfaits de l'empathie. Je ne crois pas qu'on aide toujours quelqu'un à réagir comme lui ou comme elle. Donc si mon focus, c'est vraiment d'aider la personne et pas d'être bien vu, je pense qu'on se permet l'empathie parce qu'on se libère du regard d'autrui. Beaucoup de retours très positifs dans l'audience, Nicolas. Merci, très intéressant, excellent, des solutions très pertinentes. Merci à vous tous, à vous toutes d'avoir interagi avec nous tout au long de cette masterclass. On espère vous avoir donné des clés. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec vos apprentis, avec vos alternants, n'hésitez pas à nous contacter pour tester notre module e-learning qui vient de sortir, le guide du savoir-vivre en entreprise. Si vous voulez aussi faire des masterclass, n'hésitez pas à nous contacter sur l'art oratoire. On sera ravis de partager ces moments-là avec vous, encore plein de sujets à tisser. Merci Nicolas pour cette intervention riche de sens qui va nous aider au quotidien avec toutes ces petites solutions pratiques. Pour tous ceux qui nous retrouveront en replay, on espère que vous aurez aussi passé un bon moment en notre compagnie. On vous souhaite un très bon appétit. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle masterclass Nathan Compétences professionnelles et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Au revoir.